Je suis Corinne, je produis du chanvre. Voici ma récolte. Donc voilà tout ce que je fais avec mon champ de chanvre. Voilà tout ce qui est produit. Voilà la tige. Après la récolte, et dans cette tige, il y a deux parties. La partie externe, qui est la fibre, donc, que l'on trouve là, et la partie la plus dure, qui s'appelle la chènevotte. Donc c'est avec ça qu'on fait des bétons de chanvre. Donc c'est assez simple. On mélange la chènevotte, de l'eau et un liant, et on obtient des bétons de chanvre. Nathalie, tu peux peut-être m'en dire un petit peu plus parce qu'il y a différentes façons en fait, de faire ces bétons de chanvre. Donc vous avez 4 façons différentes d'utiliser le chanvre dans la construction. Vous avez ce qu'on appelle la sèche, c'est-à-dire un matériau qui est déjà sec en arrivant sur le chantier. Donc soit il va être comme ce bloc-là, un système de parpaing, soit il va être préfabriqué. Et puis vous avez deux modes constructifs qui sont par voie humide, c'est-à-dire qu'on va poser le matériau de façon humide. Soit il va être projeté pour être sur une structure bois, soit il va être ce qu'on appelle banché, c'est-à-dire qu'il va être tassé entre deux parties fixes. On n'a pas dit peut-être aussi que c'est des maisons qui sont confortables à vivre l'intérêt thermique, acoustique. Donc les gros atouts de la construction chanvre, c'est qu'en fait on est sur un habitat qui est hyper écologique. Déjà au niveau culture, mais également au niveau qualité du bâtiment. On est sur des bâtiments qu'on appelle perspirants. Perspirant, ça veut dire qu'on est sur un bâtiment qui respire. Ça veut dire qu'il va récupérer l'humidité que les personnes qui habitent dans le bâtiment génèrent pour pouvoir les restituer en été. Ce qui fait que dans les bâtiments en chanvre, on n'a plus du tout besoin de climatisation. On a un confort d'été et un confort d'hiver qui est très important. Et on consomme tellement peu d'énergie que pour une maison de 150 mètres carrés en béton de chanvre, on utilise 15 stères de bois à l'année pour chauffer, ce qui veut dire qu'on utilise à peu près, suivant le prix du stère, entre 50 € à 80 € à l'année pour chauffer. Donc c'est une matière végétale, Nathalie. C'est vrai qu'on me dit souvent, est-ce que ça résiste au feu? Est-ce qu'il faut faire attention, les nuisibles? Alors, dans les atouts, il y a effectivement le fait que comme la paille est mélangée à la chaux, elle est hyper résistante au feu, aussi bien en termes de conductivité que de résistance. Par rapport aux nuisibles, c'est vrai qu'en fait c'est une plante qui repousse les nuisibles, donc on n'a pas du tout d'attaque de nuisibles. Et puis surtout le gros avantage, c'est qu'on est sur une ressource renouvelable. C'est-à-dire que, comme tu sais, tous les ans on plante le chanvre, donc on peut adapter complètement la ressource aux besoins du marché. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas sur une matière minérale où on pompe des ressources. Là, on est vraiment sur une ressource qu'on génère par rapport à un besoin. C'est une plante géniale. Avec moi donc, pour cet après-midi, Philippe Lamarque, qui est architecte, président de Construire en Chanvre Île-de-France et responsable de la commission technique de Construire en Chanvre nationale. C'est bien ça? Exactement, oui. Et alors on va parler à nouveau dans cette sous-commission du chanvre dans la construction, bien sûr. Et puis on va surtout parler de la structuration de l'amont sur cette première, et puis en allant jusqu'à l'industrialisation. Parfait. Malgré la frugalité du repas, et j'ai bien retenu la leçon effectivement qu'il était très équilibré, les risques d'endormissement sont là, donc on va passer directement à la conclusion. La conclusion, il ne faut retenir que 100%, c'est le seul chiffre à retenir dans mon intervention, c'est la capacité de la filière aujourd'hui, on parle bien de ici et maintenant, à répondre à la totalité des façades des Jeux Olympiques, des villages olympiques. Voilà, le calcul a été fait sur, y compris la production, la transformation et la mise en œuvre.
Donc on va le détailler un petit peu, évidemment, pour aller un peu plus loin dans cette affirmation. Donc ça vous a été dit, on peut passer la slide suivante. Oui, voilà, merci. on a une présence de production de chanvre quasiment répartie sur le territoire, essentiellement d'ailleurs sur le nord du territoire, avec de grosses chanvrières, historiquement la chanvrière de l'Aube, qui d'ailleurs sous 2 ans va doubler sa production, passer de 8 000 à 16 000 hectares. Et puis différentes chanvrières sur le territoire, 2 en Île-de-France, jusque effectivement aux chanvriers en circuit court, plutôt sur le territoire des Deux-Sèvres. Donc tout ça représente 40 000 tonnes de chènevote aujourd'hui. 40 000 tonnes de chènevote, ça correspond très précisément à la totalité de ce qui est nécessaire à produire pour produire les façades de tous les villages olympiques gérés par Solideo. Donc ça c'est l'amont. On passe à la slide suivante. L'aval, ça sera détaillé tout à l'heure par Olivier Jadot. Vous avez donc différents produits issus de cette chanvre pour la construction. Vous avez évidemment les laines. Donc là, Biofib, Olivier Jadot vous fera un speech pour vous expliquer les performances de ces laines, comparativement d'ailleurs aux performances des laines classiques, conventionnelles. Mais vous avez aussi des produits, voilà, donc en filière humide. On utilise la chènevote liée à un liant qui s'appelle la chaux pour faire des produits qu'on appelle des bétons de chanvre. Donc béton de chanvre, ça peut être utilisé en projection, donc sur des chantiers classiques. Et là, il faut saluer des maîtres d'ouvrage privés et publics ici présents, d'ailleurs, qui se sont engagés dans cette démarche depuis longtemps. Vous avez ici présent le représentant de la mairie de Melun, donc plus gros écoquartier de l'Île-de-France aujourd'hui, l'écoquartier Woody, sur lequel le maître d'ouvrage, donc la mairie de Melun, s'est engagé à faire son groupe scolaire en béton de chanvre, d'une part, mais aussi à engager les chanvriers de l'Île-de-France à planter sur les territoires de l'écoquartier, planter du chanvre évidemment, en attente des constructions. Et donc ça, c'est la 2e année aujourd'hui, on va inaugurer la 2e plantation cette année. Et puis vous avez des filières donc, de préfabrication qui sont très clairement l'avenir de nos matériaux de béton de chanvre, parce que effectivement, j'ai bien écouté aussi les industriels de l'automobile ce matin, qui axaient leur discours sur la performance. Voilà. Donc on a beaucoup à apprendre de ça, le bâtiment. Et effectivement, nous avons des matériaux extrêmement performantiels, on ne le dit pas assez. Et la préfabrication, en plus, va limiter toutes les difficultés de séchage que l'on a en projection classique. Et donc ça, c'est vraiment l'avenir de nos matériaux. Il y a donc des opérations pilotes qui ont été réalisées. Quentin Pichon l'a présenté ce matin, il en est l'auteur. Mais il y en a d'autres sur le territoire qui se profilent. Et ça, c'est vraiment l'avenir, pas que pour Solideo, mais pour répondre aussi au marché que préfigure la loi Elan, notamment, qui va inciter à la préfabrication. Et puis d'autres produits utilisés dans le bâtiment. On le dit peu là aussi. Vous avez une chanvrière de l'Île-de-France qui est travaillée avec un producteur pour faire des substrats sous les voiries. Et donc là aussi, c'est un débouché sur lequel il faut travailler parce que d'abord, c'est plus économique et ça permet une durabilité des voiries plus importante. Mais on va s'axer, on va prendre un petit peu de temps pour justement détailler ces performances du béton de chanvre. Donc vous avez des performances thermiques, et là il faut saluer la DHUP ici présente, qui a permis avec un financement important de développer ce qui aboutira au mois de juin de cette année à ce qu'on appelle la bonification de la performance thermique. Aujourd'hui, on sait que nos matériaux, de manière générale, nos matériaux écologiques, et évidemment spécifiquement le chanvre, ont des lambda, donc la résistance thermique qui est dévalorisée. Cette étude-là va permettre de bonifier cette performance thermique. On a des performances de déphasage qui sont considérables. Il faut quasiment 10 heures entre une augmentation de température extérieure et une élévation de température à l'intérieur du bâtiment, donc un tampon thermique très important. C'est la chaleur d'été dont parlait Quentin tout à l'heure. Une performance hygroscopique très importante, c'est le cas d'autres matériaux, mais le chanvre est vraiment le fer de lance de cette performance-là, c'est-à-dire ce sont des matériaux qui sont en capacité d'absorber une grande partie de l'humidité intérieure des bâtiments, et notamment des logements, et donc de diminuer la nécessité de recourir à des ingénieries embarquées très complexes, comme les VMC double flux par exemple.
Stabilité au feu, ça a été dit. On a une stabilité au feu qui va être reconduite grâce au programme PACT, mais à minima, elle est de 90 minutes. On va chercher 120 minutes. C'est un excellent isolant thermique. Alors aujourd'hui, là aussi, des tests vont être réalisés de manière à requalifier cette performance thermique. 50 dB, c'est déjà très bien, mais on peut aller plus loin grâce à la triple porosité du matériau. Et surtout, une durabilité forte, c'est-à-dire que toutes ces performances-là, les bétons de chanvre les conservent, quel que soit effectivement le temps du développement du bâtiment et quelle que soit l'hygrométrie extérieure. On a une persistance de ces performances-là. Les fiches FDES, elles viennent de sortir, donc c'est une actualité vraiment toute récente, toute brûlante. On est de mémoire à 8,3 kg, c'est une fiche FDES collective, donc qui regroupe l'ensemble des chanvriers, l'ensemble des chauffourniers, 8,3 kg à 300 km, donc c'est quand même une performance. Là aussi, il faudra que cette future réglementation environnementale 2020 tienne compte du carbone biogène, donc du carbone stocké dans les matériaux, mais en tout cas, on a cette fiche DES qui vient de sortir. Et nos matériaux sont complètement complémentaires avec des filières également biosourcées comme la filière bois. Une complémentarité qu'on a mis en selle grâce à une convention signée avec l'UICB notamment. Et on développe ça aussi grâce à l'Ordre des architectes dans le cadre d'un comité de liaison. Et Christine Lecomte nous en dira évidemment un mot tout à l'heure. On aura l'occasion d'en parler sur la partie partenariat, ensuite sur le milieu de la sous-commission. Mais c'est vrai qu'on le voit, enfin, dans votre intervention, se dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une petite filière aujourd'hui qui débute. On a les volumes, vous l'avez montré sur les besoins en chaîne de vote, rien que pour les façades des bâtiments pour les Jeux Olympiques. On est capable, voilà, donc de produire des volumes qui sont conséquents. On a des produits qui amènent de la performance avec des propriétés intéressantes. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Enfin, il faut avancer pas à pas, mais il n'y a plus qu'à maintenant à passer à l'industrialisation au côté masse. On a les expérimentations aussi. Enfin, voilà, alors l'État est à l'œuvre et nous aide, mais aussi les régions. Donc, pour parler de la mienne plus précisément, la région Île-de-France est très engagée sur le développement des biosourcés et notamment du chanvre, et a engagé les établissements publics, et je cite deux d'entre eux, Ipamar et Passaclé, à justement passer de la démonstration, voilà, on n'a plus besoin de démonstrateurs aujourd'hui, hein, il y a suffisamment de bâtiments en béton de chanvre, de passer donc de la démonstration à la réplicabilité, à la duplicabilité, c'est-à-dire à la massification. Et Epamar notamment, qui est partenaire de Construire en Chanvre Île-de-France, veut aller dans cette voie-là, c'est-à-dire non plus faire quelques bâtiments sur le territoire de Marne-la-Vallée, grossièrement, mais aller vraiment sur une duplication de ces bâtiments. Et donc la préfabrication est une réponse évidente à cette duplication. Il faut massifier, il faut préfabriquer pour augmenter les volumes et pouvoir faire un nombre d'ouvrages important. Exactement. Voilà. Donc la rosace de cette slide vous présente tous les avantages du béton de chanvre, donc je vous laisse le dire. Et surtout, on a évidemment mis dans le centre du cercle le podium, de manière à vous montrer qu'on répond à tout. C'est-à-dire que, what else ? Que demander de plus au béton de chanvre ? On est performant. C'est une filière qui est mature aujourd'hui, avec des règles professionnelles qui sont reconduites. Le coût est équivalent au bâtiment conventionnel, mais avec des avantages, y compris sur les gains de santé, qui sont considérables. Donc, que peut-on faire de plus ? Voilà. Bonjour à tous. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez les différences de qualité entre un béton de chanvre et un béton de lin. Ah. C'est quoi la différence entre un béton de chanvre et un béton de lin ? Alors, je n'ai pas de réponse sur le béton de lin parce que je ne connais pas cette technique-là. L'avantage de la chaîne vote, c'est d'une part la qualité de la matière, cette triple porosité de la matière qui fait qu'effectivement, il a des valeurs hygroscopiques exceptionnelles, il a des valeurs acoustiques exceptionnelles et que le couple liant chaîne vote répond effectivement à une hygroscopie qui est sans comparaison aujourd'hui.
Donc sans dénigrer les bétons de lin que je ne connais pas. Je ne connais pas d'équivalent aujourd'hui à ces matériaux-là. Moi, je viens ça fait 30 ans que je suis architecte. J'ai beaucoup œuvré dans l'ossature bois depuis l'origine. J'ai beaucoup œuvré avec de la paille. J'ai fait ici en Ile-de-France plus de 50 bâtiments en paille. Je peux vous dire que je suis venu aux chambres pour ça, pour ses qualités de performance, pour ses qualités de filière structurée, pour ses qualités de maturation de la filière. Voilà, on est encadré avec des filières qui sont structurées, qui sont solides. Je pense que l'expertise des industriels de l'automobile l'ont bien dit ce matin. Voilà, on est sur effectivement une filière qui est extrêmement solide et sur laquelle on peut s'appuyer pour progresser. On est aidé par l'État, par les différentes régions. Donc là, on a aussi un substrat au-delà de la concurrence ou de la concurrence entre matériaux. On est sur un substrat là qui est extrêmement porteur. Et puis, enfin, je pense qu'il ne faut pas les opposer. Je pense qu'ils sont plutôt complémentaires. Et je pense qu'en fonction du territoire, il y a peut-être, en fonction du territoire, et produire local, transformer local, valoriser local, des solutions avec des fibres multiples, dont le lin, dont le colza ou d'autres. Je sais qu'il y a des travaux sur le béton de lin, comme sur le béton de colza, comme sur d'autres fibres. Merci. Juste une petite question concernant les normes pour les ERP. Où en sommes-nous? Parce que je sais que c'est en cours, mais quelles sont les dernières nouvelles? Alors, les règles professionnelles aujourd'hui, en date de 2018, donc, permettent de construire en 5e catégorie pour les ERP, mais elles sont reconduites et on va monter jusqu'en 3e catégorie. Et je laisserai Quentin Pichon tout à l'heure détailler l'évolution des règles professionnelles. Donc tout ça est attendu pour 2019, c'est dans le programme Pacte. Donc voilà, 3e catégorie. En tout cas, ça fait une bonne transition avec la présentation que fera Quentin tout à l'heure. Et donc, on demandera à Quentin de pouvoir répondre aussi à la question en direct. Alors, je vais garder avec moi donc Philippe Lamarque et on va accueillir à nos côtés Olivier Jadot. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, Olivier Jadot qui est directeur général de Cavac Biomatériaux et également administrateur de Construire en Chanvre. Voilà, et qui va notamment nous parler de l'activité de Cavac Biomatériaux et notamment des isolants en chanvre. Voilà, donc bonjour à tous, je me présente, Olivier Jadot. Comme vous signez, je suis directeur de cette société, Cavac Biomatériaux, que j'ai intégrée il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant. Et je ne vous cacherai pas que j'y ai découvert une richesse assez inouïe et que je suis devenu vraiment chanvre addict. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc comme l'a souligné Philippe, la société elle est spécialisée dans des produits, alors béton de chanvre, mais aussi autres que béton de chanvre, et notamment les laines, ce qu'on appelle les laines, sous forme de panneaux ou sous forme de rouleaux qu'on utilise donc pour les isolations des constructions. Quelques mots sur la société. Donc Cavac Biomatériaux, c'est une société qui est relativement jeune puisqu'elle a été créée il y a 10 ans. Donc on va fêter cet anniversaire cette année, normalement, si tout se passe bien. Et Cavac Biomatériaux est une filiale du groupe coopératif Cavac qui est basé en Vendée, donc coopérative agriculteurs, auprès de laquelle donc, on a su fédérer environ 200 agriculteurs, justement pour initier, il y a cette dizaine d'années, l'introduction de la culture de chanvre qui n'existait pas dans la région. Alors c'était un pari assez fou sur l'avenir, parce qu'évidemment, produire du chanvre de façon agricole, c'est une chose, mais le transformer et en sortir des produits valorisés et valorisables sur les différents marchés, notamment de la construction, c'est quand même pas aussi simple que cela, puisqu'il faut franchir un certain nombre d'étapes, vous l'imaginez bien. Et c'est d'autant plus vrai que le marché de la construction, quand vous venez de l'univers agricole, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc parallèlement à cette implantation des hectares de chanvre, il a fallu monter cet outil industriel qui est composé de 2 unités principales. D'une part, ce qu'on appelle une unité de défibrage, où on fait donc du défibrage des pailles de chanvre et de lin. Et d'autre part, une unité de nappage, où là, on va feutrer un petit peu toutes ces fibres ensemble, de façon à en faire des panneaux et des rouleaux d'isolation thermique.
Aujourd'hui, on est présent sur différents marchés au travers de cette matière première chanvre. Donc évidemment, on vend de la fibre dite papetière, on vend de la fibre technique, on a des coproduits tels que la chaîne Vote pour des marchés sur la litière ou le paillage, et puis de façon un peu plus noble également sur le béton de chanvre avec un granulat labellisé. Et puis, complémentairement à tout ça, donc cette production de laine de chanvre ou de laine faite à base de fibres de chanvre. Et aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes les seuls en Europe à avoir cet outil industriel composé à la fois de cette entité défibrage et de cette entité nappage. Donc l'idée, évidemment, c'était d'utiliser tous les atouts du chanvre, et notamment de la fibre de chanvre, pour produire ces laines. Et donc on en a beaucoup parlé ce matin et là en début d'après-midi. On sait que le chanvre a des propriétés naturelles assez étonnantes, notamment sur des plans hygrothermiques, également sur le plan thermique pur, également en termes de durabilité, puisqu'on a des fibres qui sont longues, quasiment imputrescibles. Donc on est garant de construire à très long terme. Et donc l'idée autour de ça était de construire une gamme assez complète, en se disant qu'il y avait différents marchés plus ou moins orientés, soit thermiques, soit acoustiques, soit confort. Et donc aujourd'hui, on travaille principalement 3 types de fibres. La fibre de chanvre, bien évidemment, qui est incontournable dans tous nos matériaux. La fibre de lin, qu'on produit également. Et puis, parallèlement et un peu complémentairement, une fibre de coton qui apporte aussi certaines qualités. Aujourd'hui, Cavac Biomatériaux commercialise sa gamme de produits isolants sous la marque Biofib. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissez cette marque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute notre politique de communication, elle est très axée sur cette marque-là, Biofib Isolation. Voilà, je me rapproche un petit peu parce que le slide est un petit peu loin. Donc, évidemment, donc je vous le disais, production unique en Europe. Site industriel qui n'a pas été mince, enfin, ça n'a pas été très simple à construire parce qu'on était vraiment dans de l'innovation. Il a fallu évidemment adapter les matériels à ce type de fibres. Et puis, une production en circuit court. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais nous sommes basés en Vendée. Nos agriculteurs cultivent en Vendée, on transforme en Vendée. Voilà, donc quelques chiffres. Aujourd'hui, on estime à plus de 5 millions de mètres carrés d'isolants sous forme de panneaux ou de rouleaux vendus et donc mis en œuvre dans les bâtiments. Donc 5 millions, ça commence déjà à compter. On est sur une surface de l'ordre de 2000 hectares de chanvre annuellement. Et aujourd'hui, on est le numéro 1 de l'isolation végétale, disons quand on est en technique 100% par voie sèche. Donc, j'apporte une précision, il existe également des isolants à base de fibres de bois, mais qui eux, font appel à du séchage, ce qui n'est pas notre cas, puisqu'en fait, notre matière, je dirais, à l'origine du process, est déjà quasi sèche. Donc, on n'a qu'une opération de cuisson en fin de ligne, de façon à rigidifier l'isolant. Donc, on a construit cette gamme, je vous le disais, vous en avez ici un aperçu, et on a 3 principaux produits dans la gamme Biofib Isolation. Donc, le Biofib Chanvre, qui constitue le haut de gamme, c'est le produit le plus dense. C'est le produit qui apporte le maximum de garantie en termes de durabilité, incontestablement. On est ici sur un isolant qui fait 40 km3. Complémentairement, on a un isolant qui est un mélange de fibres de chanvre et de ouate de cellulose, qu'on appelle Biofib Ouate, et qui, lui, est destiné plus spécifiquement à l'isolation acoustique. Aujourd'hui, on a une très forte demande sur l'acoustique, et c'est vrai que ces fibres-là, et notamment la fibre de chanvre, apportent vraiment un plus lorsqu'on se compare à des isolants traditionnels, notamment de type laine minérale. Le 3e produit de cette gamme de panneaux, c'est le Biofib Trio, qui lui intègre du chanvre, du lin et un petit peu de coton. Et la résultante de ces 3 fibres amène un produit qui effectivement est très intéressant sur le plan
thermique d'une part, mais également de sa résilience avec une très bonne souplesse et un très très grand confort de pose, très apprécié par les metteurs en œuvre. Si je peux me permettre, pourquoi les 3 fibres en même temps? On est comme dans l'automobile ce matin, l'idée d'avoir les meilleures performances de ces 3 fibres dans le même matériau? Clairement, c'est ça, exactement. On est toujours à la recherche de la meilleure optimisation possible pour atteindre des performances intéressantes. Aujourd'hui, vous l'imaginez bien, ces panneaux que j'appelle laine, on est en concurrence frontale avec les laines de verre, les laines minérales, les laines de roche. Aujourd'hui, c'est notre fond de marché. C'est des produits qui, historiquement, existent depuis beaucoup plus longtemps, qui ont évidemment travaillé également la qualité de leurs produits, mais on se doit d'arriver à des niveaux de qualité qui soient supérieurs à ce qui existe en laine minérale. Et aujourd'hui, on part du principe qu'effectivement, mixer les différents types de fibres nous permettent d'améliorer globalement les performances de nos isolants. De faire la même chose en 100% chanvre, ça ne serait pas possible? Alors aujourd'hui, on a déjà un très très bon produit avec notre Biofibre chanvre, qui est un 100% chanvre. On a une conductivité thermique qui est de l'ordre de 40 mW, donc qui est très très bien acceptée sur le marché. Mais aujourd'hui, on aimerait aller plus loin. Donc c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à travailler dans la profondeur, si je puis dire, cette fibre, de façon à atteindre une qualité thermique encore supérieure. On va y arriver, je pense, très très prochainement. Et au-delà du thermique, les propriétés hygrothermiques mises en avant par Philippe juste avant font qu'incontestablement le panneau Biofibre chanvre reste un petit peu le haut de gamme et le haut du pavé. Vous allez chercher la quintessence de la fibre. Voilà, c'est notre quotidien. Donc les avantages des produits, je vais les passer en revue très très rapidement. Donc thermiquement, on a aujourd'hui des niveaux de performance qui sont comparables à la laine minérale. Sur ce plan-là, on a des certifications ACERMI qui aujourd'hui sur le marché français sont quasiment incontournables, même si la démarche reste volontaire. On a des capacités donc hygroscopiques qui sont très très intéressantes en termes de confort sur le plan sanitaire et également avec le petit bonus thermique, si je peux dire, en jouant sur les notions de changement de phase. On a des isolants qui sont naturellement répulsifs aux insectes et notamment mythes, termites et également aux rongeurs. On a des produits qui sont environnementalement, je dirais, au summum. On a des FDES et par exemple avec le Biofibre Trio, aujourd'hui, je crois qu'on est inégalé en termes de performance vis-à-vis des émissions des gaz à effet de serre. Donc on est très très bien positionné sur ce plan environnemental. Et puis, une fois de plus, l'évolution réglementaire, notamment au travers de la réglementation 2020, devrait encore conforter cet avantage concurrentiel, notamment avec la prise en compte du stockage du carbone, le fameux carbone dit biogénique. Voilà, donc beaucoup d'avantages. L'univers du bâtiment, il est évidemment très très cadré réglementairement, donc on a fait le choix volontaire d'aller vers le maximum de certification au travers d'une part d'avis techniques, de labellisation, donc c'est le cas pour la chaîne Vote bâtiment. On est labellisé depuis quelques temps, un petit peu plus d'1 an, label produit label produit biosourcé. On a évidemment le classement A+. Et à la CERMI, je vous en ai parlé. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des produits qui sont bien capés, si je puis dire, réglementairement, de façon à lever le maximum de freins qu'on pourrait rencontrer éventuellement sur certains types de bâtiments. C'est obligatoire aujourd'hui cette certification pour être crédible vis-à-vis du marché et pour rassurer les assureurs et tout. Ouais. Fondamentalement, elle n'est pas obligatoire. Ça reste des démarches qui sont quand même la plupart du temps volontaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation de marché fait que c'est quasiment un passage obligé. Et puis en ce qui nous concerne, parce que vous l'imaginez bien, tout ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, on change très clairement de dimension, puisqu'au départ, on était plutôt sur des ventes très très diffuses, dans de la maison individuelle, des petites surfaces, des petites quantités. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez voir au travers de ce slide qu'on traite des chantiers très 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 importants. Donc vous avez en exemple, j'en ai choisi 4, donc la maison du handball à Créteil,
où je crois notre président a fait l'inauguration il y a quelques temps. Donc ça, c'est une belle réalisation, uniquement en panneaux biofibre. À côté, donc ça, construction neuve. À côté, vous avez un exemple de rénovation sur Paris. Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 600 logements qui sont également rénovés en biofibre. Plus bas, sur la gauche, un éco-campus. Donc pour donner un ordre d'idée, c'est 15 000 m² de panneaux isolants. Donc c'est quand même de belles réalisations. Et puis le siège social d'une entreprise là, sur le Lyonnais. Ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on intègre ce changement de dimension puisqu'effectivement, on est de plus en plus sujet à prescription de la part des architectes, des bureaux d'études. Et on se doit aussi de les accompagner pour démontrer que nos produits sont aptes à satisfaire les exigences demandées pour la construction. Le dernier point que je souhaiterais évoquer, c'est qu'on a voulu consolider un petit peu nos démarches commerciales au travers d'un club qu'on a appelé Club Biofib Expert, qui en fait fédère aujourd'hui à peu près 200 entreprises du bâtiment, qui sont évidemment pro chanvre, qui sont pro biofib, qui deviennent aussi nos ambassadeurs sur le terrain. Et je trouve que c'est un bel exemple de réussite, d'avoir pu fédérer comme ça des centaines d'artisans, et croyez-moi, on a été plutôt sélectifs d'ailleurs, de façon à montrer que on existe et que les professionnels sont là, et ce sont des professionnels formés. Ouais, on en parlait un petit peu ce matin, mais il n'y a rien de pire que d'avoir des très bons produits très performants et pas posés parce qu'on n'a pas formé les artisans à les poser, par exemple. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'au travers de ce club, on assure en général 2 formations par an. Il privilégie également de supports de communication pour aller porter un peu ces familles de produits auprès de leurs propres clients. Et en fait, le constat qu'on a fait à l'origine de la création de ce club, c'est que techniquement, il n'y avait pas vraiment de soucis, c'est-à-dire qu'ils avaient la maîtrise, mais en revanche, ils avaient quelques difficultés à vendre. Et vendre les qualités d'un matériau au-delà des arguments un petit peu basiques, conventionnels, quand on va parler des notions d'hygrométriques, des propriétés qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant, c'est vrai que ça passe par une formation pour qu'ils aillent eux-mêmes colporter cette bonne parole, si je puis dire, auprès du client final. Il faut en faire des ambassadeurs. Exactement, ce sont nos ambassadeurs. Donc ça a été exécuté, et aujourd'hui, on essaie d'être de plus en plus présent. On est en train de monter des actions au travers de la prescription, donc maîtrise d'œuvre au sens large, et puis également de la maîtrise d'ouvrage. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on retrouve vos produits ? Alors aujourd'hui, on vend nos produits au travers des distributeurs, donc principalement les négociants en matériaux de construction, quels qu'ils soient, généralistes, spécialistes ou éco-matériaux notamment. On est référencé sans prétention à peu près dans toutes les enseignes nationales. Donc nos produits sont très très accessibles aujourd'hui par les entreprises ou le grand public. Voilà. Merci. Alors, on a déjà une question donc, sur les réseaux sociaux. C'est bien, c'est que maintenant vous anticipez ma demande, c'est très bien. Alors, question de Jérôme. Disposez-vous du réseau de professionnels du bâtiment pour réussir les chantiers en chanvre pour les Jeux Olympiques ? Alors aujourd'hui, dans le cadre des Jeux Olympiques, ce qu'a évoqué Philippe tout à l'heure, on est essentiellement positionné sur le béton de chanvre. Aujourd'hui, à titre, personnellement, j'ai pas suffisamment d'éléments sur les typologies, le détail des constructions pour savoir s'il y aura complémentairement des isolations prévues en laine ou en panneau, mais il est sûr que si c'est le cas, et j'imagine que ce sera le cas sur certaines parties d'ouvrage, évidemment, on saura se positionner avec nos gammes biofib et notamment biofib chanvre, sachant que, comme l'a aussi souligné tout à l'heure Philippe pour les capacités en chaîne vote, on aura aussi la possibilité d'assurer les volumes de production pour des chantiers importants et aussi emblématiques. Merci beaucoup. Il y a la place pour une toute petite question de la salle. Si j'ai une question, est-ce que j'ai une question de la salle ? Non. Bon, parfait. Voilà. Il nous reste
Ah, vous appuyez. Je Vous peux aviez peut-être rajouter un dernier petit mot message. parce que je Allez-y. suis assez fier de vous l'annoncer. En fait, j'ai appris ce matin au travers d'un mail reçu sur mon téléphone qu'on venait d'être lauréat, enfin co-lauréat au trophée national de la bioéconomie. Donc c'est une très très grande satisfaction parce que je pense que ça valorise bien le travail qu'on a fait au sein de Cavac Biomatériaux depuis ces 10 dernières années, justement pour porter le plus haut possible cet univers du chanvre et de l'isolation au sens large. Donc, C'est une vraie reconnaissance en tout cas. Je Et on pense peut vous et- féliciter vraiment. Bravo. Merci. Bravo, félicitations. Et je pense qu'on peut donc applaudir Monsieur Jadot. Et donc on va continuer donc cet après-midi. On va passer à une session sur les partenariats. Et donc je vais proposer à Romain Canler, donc qui est directeur de l'Union des industriels et constructeurs du bois, de bien vouloir venir nous accompagner, à Christine Lecomte, qui est présidente du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, et avec Hervé Billet, donc de la Chambre d'agriculture régionale d'Île-de-France, qui est vice-président donc à la Chambre d'agriculture régionale d'Île-de-France, ainsi que Arur et Loin de Minibus pour présenter le collectif des filières biosourcées du bâtiment. Voilà, est-ce qu'on a tout le monde? Voilà, super, parfait. Parfait. Alors, on va vous donner la parole à chacun. Alors, c'est vrai qu'on est sur une séance qui est très très courte. Normalement, on a 5 minutes par partenariat. Donc, je vais vous demander de faire très court, mais d'essayer bien sûr de nous rendre l'intégralité de la substance de vos partenariats et tout l'intérêt que vous y portez. On va commencer avec Romain. Donc Romain Canler, qui est directeur donc, de l'Union des industriels et de la construction bois, et qui doit nous parler du partenariat donc, fraîchement signé entre le bois et le chanvre. Alors, Absolument. qu'en est-il ? Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Romain Canler, donc délégué général de l'Union des industriels et constructeurs bois, qui, comme son nom l'indique, est la structure syndicale qui regroupe les entreprises qui sont actives sur ces marchés de fabrication de produits de construction en bois ou constructrices d'éléments d'ensemble en bois. Et nous accueillons également les industriels de la construction biosourcée depuis 1 an et demi, 2 ans désormais. Ce partenariat, effectivement, avec l'interprofession du chanvre, il était évident. Il était évident d'abord puisque il répond à une logique de complémentarité, de synergie entre les types de matériaux. Alors si le bois a un historique peut-être un peu plus ancien ou une tradition de construction un peu plus ancienne dans notre pays, évidemment, les professionnels de la construction bois sont attentifs à proposer des solutions de construction durable, environnementalement complète. Et donc, à ce titre, c'était logique, effectivement, de développer ces synergies entre familles de matériaux. Pour faire très bref et très court, ce partenariat répondait à plusieurs enjeux. Je n'en citerai que 2, qui ont déjà été cités, mais sur lesquels je tiens particulièrement à insister. Ce premier enjeu, c'est de disposer demain d'un cadre de politique publique, d'un cadre réglementaire qui soit effectivement favorable à la mise en œuvre de la construction biosourcée au sens large du terme, du chanvre en particulier. Et donc ça passe effectivement par une évolution de la réglementation, ça passe par une incitation, une politique incitative aussi des pouvoirs publics. Et Philippe Lamarck notamment l'a rappelé, on a des échéances importantes au cours de l'année 2019 et de l'année 2020. La réglementation environnementale 2020, qui devra absolument prendre en compte et favoriser le recours à la construction biosourcée, le label bâtiment biosourcé, l'élaboration des FDES aussi au niveau européen. Donc on a des enjeux importants dans ce cadre réglementaire et normatif. Et puis le second enjeu, véritablement fortement partagé par nos différentes filières, c'est bien entendu aussi ce qui a été évoqué, la nécessité de faire œuvre de pédagogie de manière commune et collective, pédagogie vis-à-vis des différents acteurs. Et d'ailleurs, je salue au passage l'œuvre utile et précieuse des architectes en la matière, qui nous ont beaucoup aidés et qui continuent à beaucoup nous aider sur ce plan. Oui, il est utile de le rappeler parce qu'ils font partie aujourd'hui de la dynamique qui est en place. Et heureusement, parce que sans eux, on ne pourrait pas aller jusqu'au bout du système. Absolument, absolument. Et puis parmi ces acteurs, les assureurs, dont on sent qu'ils commencent à devenir réceptifs aussi à ces sujets, les bureaux d'études, etc. Et puis, bien entendu, on l'a évoqué aussi, ceux qui vont mettre en œuvre, puisqu'effectivement, aujourd'hui,
la construction biosourcée est encore trop souvent une affaire de spécialistes. La construction biosourcée, on aimerait qu'elle devienne aussi une affaire de l'ensemble des acteurs de la construction. Et ça, je pense que c'est ce qui a motivé aussi fortement notre partenariat avec l'interprofession du chanvre, et puis plus largement avec mes voisins des chambres d'agriculture et puis de l'ordre des architectes. Eh ben c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation du partenariat. On y reviendra, hein, surtout si on a des questions de la salle. Je vais donner maintenant la parole à Christine Lecomte, qui est présidente donc, du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Alors, je pense que le message qui vient d'être passé, je pense, fait écho chez vous. Et puis, alors, je ne sais pas, avec Hervé Billet, avec Monsieur Billet, donc, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, je ne sais pas comment vous voulez interagir. On commence à avoir l'habitude. Voilà. Bonjour, je commence et je te laisse. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je représente les 10 000 architectes d'Île-de-France, soit 30% de la profession. Et il y a à peu près 2 ans, on a voulu faire émerger quelque chose qui finalement touche très peu d'architectes encore par rapport aux 10 000. C'est l'émergence de ceux qui commencent à travailler sur ce qui ressemble finalement au circuit court de l'alimentation, mais tous ceux qui travaillent avec les ressources de leur territoire et qui essayent de développer finalement une logique de circuit court pour la construction. Et de ce fait, en Île-de-France, on s'est très vite rapproché du Gâtinais français, et je salue Guy Capet qui est là, pour l'action qui a été menée notamment avec le parc naturel du Gâtinais français autour d'une dynamique de filière, de l'agriculture jusqu'à l'architecture, en se disant que si les agriculteurs se mettaient en capacité de produire, il fallait que nous, les architectes, on soit en capacité de prescrire pour que toute la filière monte en compétences, et que nous, qui étions parfois frustrés de ne pas pouvoir construire avec des matériaux sains, parce que effectivement le béton est encore très 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 prégnant dans nos études, mais également dans la tête de nos maîtres d'ouvrage, si on arrivait à tous monter en compétences d'un coup, on allait pouvoir peut-être ouvrir des portes qui n'étaient pas totalement ouvertes. Et donc c'est un petit peu de là, et d'une rencontre fortuite qui est arrivée l'idée de commencer à faire des choses ensemble, et de se dire que nous étions des institutions et qu'on avait dans ce cadre la possibilité d'accompagner les interprofessions, et pas uniquement le chanvre, mais le bois, la paille, et puis d'autres essayent aussi également de nous rejoindre plutôt dans les géosourcés, en se disant, effectivement, nous, on n'a pas en tant qu'institution à valoriser l'une ou l'autre des filières, mais plutôt à ouvrir le regard et à porter des décisions politiques pour aider effectivement les décideurs publics. Donc on parle de décisions politiques au niveau de l'État, etc., mais aussi les prescripteurs, les maîtres d'ouvrage qui viennent nous faire les cahiers des charges pour leur donner envie de prescrire des matériaux biosourcés. Donc c'est là de ça qu'est né ce comité de liaison, avec l'idée effectivement de développer des moments de formation, des moments d'information, et puis dernièrement aussi une prise de conscience qu'on avait chez nos maîtres d'ouvrage un très gros manque de formation. Ce qu'est et ce que peuvent apporter les biosourcés, parce qu'en fait quand on ne connaît pas, on a peur. Et très concrètement, nos maîtres d'ouvrage à l'heure actuelle ont encore peur de s'engager dans des démarches. On le voit avec la Solidéo, où c'est un petit peu compliqué au niveau des Jeux Olympiques, mais on espère très fortement. Mais on le voit aussi dans d'autres grandes maîtrises d'ouvrage qu'on a pu sensibiliser et qu'on va sensibiliser plus fortement, comme la Société du Grand Paris, qui est en train de faire tous les ouvrages. Alors on ne pense pas qu'ils vont faire le métro en chanvre, mais par contre vous avez des émergences pour toutes les gares, où il pourrait y avoir de très belles choses faites avec les matériaux biosourcés, ou Grand Paris Aménagement, qui est aussi en demande. Et donc, dans ce cadre-là, ce partenariat semble assez important pour pouvoir porter des messages qui ne soient pas corporatistes, mais vraiment liés à une volonté commune d'avancer territoire par territoire. Oui, il faut qu'on considère maintenant les matériaux biosourcés comme des matériaux à part entière, au même titre que les autres. Ils doivent être sur étagère, au même titre que les autres. C'est aujourd'hui le but du jeu, in fine, et ça passe par la formation, par la sensibilisation, la prescription, vous l'avez bien rappelé.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, ces matériaux doivent être aujourd'hui considérés comme faisant partie d'un panel d'usages possibles. Nous, le monde agricole, on est très demandeur de l'usage de ces matériaux pour plusieurs raisons. C'est qu'on y a, au niveau de la production, un intérêt environnemental parce que c'est un produit qui est très peu consommateur d'intrants pour sa mise en place. Donc ça nous amène des améliorations en termes de performance écologique. C'est un matériau aussi qui est renouvelable. Et on se trouve, nous, Île-de-France, également dans une région où on a quand même pas mal de mètres carrés qui passent à d'autres usages qu'agricoles aujourd'hui. Donc on trouve qu'on a des choses à pouvoir faire et faire valoir sur notre territoire. En plus, quand on parle de transition énergétique, de transition écologique, il ne faut pas non plus qu'on considère que tous ces beaux discours qu'ils ne concernent que le voisin. Ça nous concerne tous au premier chef et à nous aussi de savoir le mettre en œuvre. Donc par rapport à ce qui a été présenté, où on voit que la technique de l'usage bâtiment de ces matériaux est validée, ça fonctionne, ça marche, il y a des performances, il y a quand même pas mal d'intérêt. On se demande pourquoi on n'arrive pas à percer et à aller plus loin par rapport aux énormes besoins de construction. On a des événements qui arrivent très prochainement, Jeux Olympiques de 2024. Et le constat a été fait que si on reste seul dans notre corporation, on n'avancera pas grand-chose. Donc c'est là qu'est venue l'idée, par des rencontres un peu liées au hasard, où on s'est dit, on a peut-être intérêt à essayer de construire quelque chose ensemble pour convaincre les utilisateurs de recourir à ces matériaux qui ne sont pas nouveaux, ils sont anciens, mais remis au goût du jour, parce que ce n'est qu'un retour en arrière d'il y a quelques siècles. Les habitats étaient faits avec les matériaux dont on disposait sur le terrain. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'obstacles quand même si les choses évoluent par les mentalités, les générations se renouvelant. On voit les générations nouvelles s'intéresser à ces matériaux et à ces techniques peut-être historiques, mais réactualisées, pour revenir, parce qu'on y a un intérêt. Mais tout l'intérêt de nouer des partenariats, c'est de jouer ensemble de tout ce que l'on peut faire pour convaincre tous nos partenaires d'adhérer à ces nouvelles démarches pour arriver à développer cette production qui, a priori, se trouve, me semble-t-il, très, très saine et correspondre à la commande publique. Un matériau sain, local, qui est durable et qui est doué de beaucoup de performances. Donc on a parlé des prescripteurs. C'est évident qu'il faut avoir un contact avec tout un système de réseau, avec nos élus politiques également, parce que s'ils ne sont pas convaincus de la démarche ou de l'intérêt de se pencher sur ces matériaux-là, les appels d'offres ne seront pas faits pour correspondre à nos besoins, enfin correspondre à ce qu'on pourrait faire. Et puis également, moi je l'ai noté, on a aussi tout un travail encore à effectuer auprès d'autres prescripteurs, utilisateurs. Je pense aux bureaux de contrôle, je pense aux entrepreneurs, où il y a peut-être des problèmes de formation. Je vais vous raconter une anecdote. On a rénové le bâtiment de la Chambre d'agriculture de Melun. La fin des travaux est là depuis quelques jours. Et on a exigé une isolation en chanvre. On n'a pu en faire que le tiers. Pourquoi ?
parce que bureau de contrôle, non, pas possible, interdit, c'est pas normé, je connais pas, je veux pas. Point. Et comme on est pressé par le temps, parce que on a un délai pour faire l'opération, ben, on part pas en procédure, on s'acharne pas et on lâche. Je trouve ça dommage. Donc c'est tout l'intérêt de nouer des partenariats pour faire comprendre que ces matériaux ont un vrai sens aujourd'hui dans notre société, parce qu'il répond à plein de choses. Il est important on le répète, mais cette approche systémique et cette envie de faire de cette filière, collectivement, d'être des ambassadeurs et de faire qu'elle se développe et d'aller lever ses freins. On est aujourd'hui au milieu du gué, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et il y a encore beaucoup de boulot et il y a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer et à tout niveau. En tout cas, merci à tous les deux pour ce témoignage et la présentation du comité de liaison des biosourcés. Je vais passer la parole maintenant à Arur et Loin de Minibus, qui doit nous présenter le CF2B, le collectif des filières biosourcées du bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est le CF2B ? Alors, bonjour. Donc, Arthur, il manque un T, et Loin de Minibus. Pardon, excusez-moi. Alors, donc, je vais vous parler très rapidement du CF2B, le collectif des filières des biosourcés pour les bâtiments, donc, qui regroupe 6 filières. Donc, il y a donc Interchanvre, Construire en chanvre, les chanvriers en circuit court, le réseau français de la construction paille, Essima pour la Watt, et puis ensuite Construire en balle, donc c'est de la construction avec de la balle de riz. Donc moi je suis par ailleurs responsable R&D à Chanvrier en circuit court. Et donc le CF2B, c'est un collectif qui s'est structuré pour essayer de porter des actions communes pour développer l'utilisation des écomatériaux, donc de nos respectives filières dans le domaine du bâtiment. Et donc je vais en particulier parler de 2 actions là qui sont en cours. Il y a tout un travail qui est fait donc en lien avec la DHUP pour le développement de modules de formation, donc transmatériaux, sur les différents matériaux avec lesquels nous travaillons, pour faire des petits modules certifiants pour les artisans et professionnels de la construction plus généralement. Et puis une autre action sur laquelle j'interviens notamment, donc c'est sur une étude sur le comportement hygroscopique des matériaux, donc notamment le lien, on en a parlé plusieurs fois, cette histoire de changement de phase de l'eau qui pourrait bonifier la performance thermique du matériau. Et c'est un peu un serpent de mer dans le monde des écomatériaux. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ce sujet-là, que beaucoup de recherches sont faites, mais concrètement, réglementairement, il n'y a rien qui sort. Donc la question maintenant, c'est comment on fait pour démontrer que ça a un impact ou pas sur la performance. Et donc l'idée du projet, c'est de construire, donc, en lien avec l'AICB, donc, et un autre consortium qui réunit plutôt des industriels des isolants, de construire sur un site différentes mini-maisons, construites chacune avec un seul matériau, et de regarder quelle quantité d'énergie il faut injecter pour maintenir la même température dans chaque mini-maison. Et donc on aura une mini-maison en laine minérale, une mini-maison avec de la watt, une autre avec de la paille, etc., etc. Donc ça va être une mesure extrêmement pragmatique pour dire est-ce que mon matériau est plus performant que celui d'à côté, d'un terme comparatif. Et en tout cas, je pense que ça pourra du moins mettre du clair sur cette question du comportement hygroscopique et de est-ce qu'on peut vraiment avoir une valeur globale qui nous dit ok, nos matériaux sont meilleurs de combien, de 10%, 20%, et ensuite de voir comment on peut faire valoir réglementairement. Mais je pense qu'aussi ça pourra peut-être mettre en avant qu'il y a peut-être certains matériaux qui ont, par leur ancienneté, bénéficier d'optimisation de protocole d'essai, c'est-à-dire qu'un matériau aujourd'hui qui a fait plus de 2000 mesures de conductivité thermique a peut-être le droit, enfin il choisit peut-être probablement un petit peu ces mesures. Et donc là, tous les matériaux seront traités à la même enseigne. Et donc c'est quelque chose de très pragmatique. Je crois qu'une fois qu'on aura les résultats de cette étude, on ne pourra plus dire que c'est juste des vœux pieux et que ça n'est pas démontré. Donc voilà, le CF2B travaille notamment avec la DHUP qui nous soutient donc sur ces 2 actions là, sur la formation et l'étude des performances hygrothermiques. Donc, voilà. Merci, parfait sur la synthèse. Et c'est vrai que dans votre message, à nouveau, il faut que ces matériaux biosourcés soient considérés comme des matériaux lambda. Enfin, on doit être comparé à la même chose et si on est plus performant, eh ben on passe. Et c'est ça le message. C'est pas parce qu'on est biosourcé, c'est parce qu'on est performant. C'est exactement ça. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que la démonstration de performance n'est peut-être pas aussi simple, notamment parce qu'il y a des interactions avec l'humidité, ce qui fait que les protocoles d'essai sur lesquels on doit caractériser nos matériaux, qui n'ont pas été faits pour ces matériaux-là, peut-être ne sont pas tout à fait équitables à cet endroit-là. Il faut réinventer les mesures de performance. Parce que c'est sûr que si on reste dans les standards de performance des matériaux traditionnels, on va passer à côté des performances intéressantes de ces matières. Mais c'est sûr. Est-ce qu'on a une
question. Bonjour, je voulais juste savoir au niveau du producteur de chanvre, quelle est la recette qu'il peut attendre de la production du chanvre. Et éventuellement le surcoût en termes d'isolation. Est-ce que la laine de chanvre, par exemple, par rapport à quel différentiel de prix on est? Alors, je pense que la question elle est pour vous, Monsieur Jadot, j'ai l'impression. Je le sens comme ça, non? Je ne sais pas si vous avez un micro. Voilà, si vous avez un micro avec vous. Voilà. Alors, il y avait deux questions. Hein. Il y avait la question, c'est est-ce que en gros vous gagnez bien votre vie? Alors, après, vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, et puis il y a la question sur les isolants. Est-ce qu'on est sur isoprix? la première question, donc, qui effectivement concerne la culture en elle-même du chanvre et la rémunération auprès des agriculteurs. Oui, aujourd'hui, les agriculteurs sont satisfaits de cette récolte, si tant est qu'elle soit un peu nouvelle de cette culture, pardon, si tant est qu'elle soit un peu nouvelle pour eux. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs souhaitent cultiver du chanvre. Alors c'est vrai chez nous en Vendée, mais je pense que c'est vrai sur beaucoup d'autres territoires. Il y a une demande assez soutenue de la part de ces populations, justement, pour aller vers cette culture-là. Et incontestablement, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, c'est une plante qui a fait ses preuves sur un plan rémunération pour les agriculteurs. Concernant la deuxième question, donc, qui concerne plus cette fois-ci le prix des matériaux, alors oui, effectivement, les isolants à base de chanvre, hein, je parle toujours panneaux et rouleaux là, en ce qui me concerne, quel qu'il soit, hein, que ce soit chanvre ou biofibre ou biofibre trio comme j'évoquais, oui, ils sont un petit peu plus chers que certains matériaux, que d'autres matériaux. Tout dépend à quoi on se compare. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, nous, notre cible, c'était la laine minérale. Je dirais aujourd'hui, par rapport à des laines minérales basiques, pas forcément de bonne qualité, l'écart de prix, il est vraiment minime. Il est vraiment minime. Aujourd'hui, il faut savoir que les laines minérales, quand on va vers des produits un peu plus qualitatifs, le niveau de prix n'a plus rien à voir avec les produits qu'on voit comme ça de façon un peu faciale sur les étals. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut raisonner, je dirais, en globalité et en prenant en compte, je dirais, toutes les facettes de l'exploitation d'une construction, c'est-à-dire bien évidemment le coût de la construction en lui-même, mais également son exploitation. Et aujourd'hui, la meilleure preuve que l'on ait, c'est qu'on voit de plus en plus de bailleurs sociaux, privés ou publics, qui veulent aller vers ce type de matériaux, notamment pour des questions sanitaires, salubrité et ainsi de suite. Aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, on a des produits qui ont une très très grande durabilité sur ce plan-là et qui ne nécessitent pas d'entretien à terme. Il n'y a pas de développement de moisissures, notamment, qui, je pense, est un vrai fléau dans des isolations d'autres natures. Hein, Madame Lecomte, vous vouliez... Je voulais rebondir sur ça parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais entre les référentiels dont vous parliez et cette notion en fait de coût global et d'analyse de cycle de vie du bâtiment, ce sont des notions qu'il faut absolument que tous, ensemble, on demande qu'ils soient la base. En fait. Il faut tout revoir par rapport à d'autres critères que le seul et simple critère économique qui est géré par 4 majors. Et donc, en gros, on doit avoir une prise en compte de la valeur sociale, de la valeur économique et de la valeur environnementale. Et quand je parle de la valeur sociale, c'est aussi donner du travail à nos jeunes sur des territoires. Et donc, on a ce coût global et cette énergie qui est mise dans le bâtiment. J'entendais le président hier dire que le bâtiment générait finalement... L'immobilier ne générait pas d'emploi. Je ne suis pas d'accord. Je pense que si on revoit le modèle total, on va se retrouver avec une dynamique d'emploi, une dynamique économique, mais même une dynamique sociale, de meilleure compréhension des enjeux. Et tous nos référentiels vont changer. Et de ce fait, on aura une vision différente de ce qu'apporte le bâtiment à la société et au coût dans la société. Je suis entièrement d'accord. Je vais vous libérer. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Ah non, Philippe, moi je vous garde avec moi. Ah oui, oui, en tant que rapporteur, il n'y a pas le choix, je vous garde. Et on accueille ensemble Quentin Pichon,
Donc on peut applaudir aussi, alors on a déjà applaudi ce matin, mais qui nous revient cet après-midi. Donc Quentin Pichon, je le rappelle, est ingénieur architecte gérant de l'agence d'architecture et d'ingénierie en éco-construction CANIA. Et donc il est là cet après-midi dans cette sous-commission pour nous reparler notamment de préfabrication. Alors Quentin, il faut un petit micro. Voilà, ça ira mieux avec un petit micro. Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Du coup, oui, on l'avait un petit peu évoqué ce matin, mais très succinctement. Mais là, je ne pense pas que vous aviez ces visuels-là. Donc la préfabrication, l'intérêt, Philippe, tu l'as rappelé avant, sur des projets de grande ampleur et même sur des projets plus petits, ça a son sens. Et surtout, ça permet de lever beaucoup de freins qu'on peut avoir, alors plus des freins psychologiques, côté maîtrise d'ouvrage, côté principalement maîtrise d'ouvrage, mais maîtrise d'œuvre aussi, pour des maîtres d'œuvre qui ont l'habitude de faire des bâtiments en filière sèche. Le fait d'avoir un béton de chanvre, pour le cas du béton de chanvre qui arrive en filière humide, sur chantier, c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est une gestion et un planning qui est un peu différent. Et là, c'est vrai qu'avec la préfabrication, et donc là, vous avez un exemple de visuel et de panneaux. On résout ce problème-là puisqu'on amène le chanvre déjà sec sur chantier. On l'adapte à la typologie du bâtiment. On peut avoir des mixités de structures. Donc là, ce bâtiment-là, c'est les photos que vous voyez, c'est la pose des panneaux sur le chantier. Donc c'est le bâtiment de Tribala, donc bâtiment de bureau à Noyelles-sur-Vilaine. Et puis donc l'entreprise, là, c'est Christophe Lubert, qui doit être encore présent, je pense, aujourd'hui, là, LB Eco Habitat, qui s'est chargé de toute la pose du béton de chanvre dedans. Et donc ça permet donc de contrôler aussi l'humidité, la pluie, puisqu'on peut travailler en atelier et non plus sur un chantier qui est exposé au vent, aux intempéries, etc. Ça peut être un avantage, mais de gérer, et ça oblige aussi, et c'est ce qui est intéressant dans la préfabrication, de penser bien à l'évolutivité du bâtiment pour tout ce qui va être réseau. Donc les réseaux électriques, les réseaux fluides. Donc là, vous avez un exemple de panneau. Alors là, c'est sur un autre bâtiment, là en Sud-Vendée. Celui-ci, c'est un bâtiment public. Donc là, vous avez un exemple de réseau noyé. C'est pas plus compliqué, on va dire, qu'avec un isolant plus conventionnel ou déjà sec. On va me dire que c'est un peu plus simple, puisque là, on cache tous les réseaux. Vous pouvez passer la photo. Donc là, c'est ce bâtiment-là. Donc là, c'est la pose des panneaux. Alors, on a de la chance, là, il faisait beau, et même, c'est pas un souci, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec ce matériau. Ce serait la paroi que vous voyez là. Elle serait faite en ossature bois, mais remplie avec une laine minérale. Moi, ça m'aurait fait beaucoup plus peur en chantier. Pourquoi ? Parce qu'on vient vite, parce qu'on a des plannings assez serrés et des délais assez condensés. On vient vite recouvrir tout ça, mettre une membrane, alors dans le cas de l'aile minérale, une membrane plutôt par vapeur. Donc on enferme ça avec son humidité et puis on verra dans 10 ans ce qui se passe dans la paroi. Un matériau comme le béton de chanvre, alors je ne dis pas qu'il faut qu'il se prenne les intempéries pendant plusieurs semaines d'affilée, mais s'il est mouillé, c'est pas grave puisqu'il gère très bien l'humidité. Et au contraire, en chantier, comme on va privilégier des finitions perspirantes sur le matériau, donc des finitions perméables à la vapeur d'eau, on sait que le bâtiment il va sécher, et le matériau va sécher et on va avoir la même performance que celle prévue initialement. Donc là, vous voyez la photo, elle a juste 2 semaines. Là, c'est un bâtiment qui vient d'être réceptionné. Là, la pelouse n'a pas encore poussé devant. Il peut mettre jusqu'à combien de temps le bâtiment pour sécher ? Alors, c'est vrai qu'avec l'évolution des technologies, notamment au niveau du liant, parce que le béton de chanvre, on parle de chanvre, mais il y a aussi un liant avec qui permet la cohésion entre les granulats. Avec le fait qu'on soit en préfabrication, en atelier aussi, donc on contrôle mieux l'humidité et donc le séchage de la paroi. Là, alors sur ce bâtiment-là, les panneaux ont séché sur plus d'1 mois, mais sur le bâtiment qu'on avait avant de Tribala, le panneau le plus frais, on va dire, avait 2 semaines, à peine 2 semaines. Et en surface, il est suffisamment sec pour recevoir une finition intérieure. Après, c'est un autre point fort aussi du matériau, c'est que, mais ça c'est pas de moi cette citation-là, je peux le citer parce que je t'ai vu Gérard dans la salle, c'est que le béton de chanvre, le bâtiment se bonifie dans le temps, c'est-à-dire que comme on est sur
Le liant, il faut dire, la base du liant principal, c'est quand même la chaux. Donc il y a une carbonatation, hein, elle vient prendre le dioxyde de carbone pour faire son séchage. Et donc c'est vrai qu'on peut dire que dans le temps, le bâtiment, pendant son séchage, il se bonifie, quoi. Donc la durée de vie, on va dire, plus on reste dans le logement ou dans les bureaux, plus il sera confortable. Donc c'est positif. Et c'est comme le bon vin, le béton de champ, au fur et à mesure, il va se bonifier. Ça veut dire que quand on va revendre le bâtiment, le deuxième et le troisième acquéreur, finalement, vont gagner à la revente. Oui, ça peut être un argumentaire commercial de revente, oui, tout à fait. Du coup, voilà pour la préfabrication. Et là, on peut enchaîner sur le côté normatif, alors sans rentrer trop dans le détail. On a parlé un petit peu tout à l'heure bureau de contrôle, assureur. Moi, sur mon expérience personnelle, mais qui est assez récente dans la pratique du métier, j'ai jamais rencontré de soucis pour l'instant avec des bureaux de contrôle. Au contraire, ça se passe extrêmement bien. Ils sont plutôt ouverts d'esprit et surtout très très compétents. Ils connaissent. En fait, c'est un public qui connaît très très bien la réglementation. Donc, il faut les appréhender le plus tôt possible. Et donc, dans mon cas, moi, ça s'est plutôt bien passé. Surtout que normalement, ils sont censés être au courant de comment fonctionne la réglementation. Alors, c'est pas une réglementation, là, c'est le système normatif, hein, parce que tous ces documents dont on parle, avis technique, DTU, règles professionnelles dans le cas de la construction chambre, ce sont des documents dits d'application volontaire. Ils sont en marché privé, par exemple, on n'est pas, même s'ils sont toujours appliqués, mais on n'est pas obligé, on n'est pas tenu de les appliquer. C'est une petite parenthèse, mais donc dans le cas du chanvre, si vous prenez le tableau que vous avez sous les yeux, on est sous règle professionnelle depuis 2007, validé par la C2P, donc la dernière mise à jour date de 2012, et donc dans ce cadre-là, on rentre dans ce que l'on appelle la technique courante, donc au même titre, vous voyez juste à côté, il y a les normes ENF DTU, donc normalement il n'y a plus de sujet. Sur la théorie, ça fonctionne très très bien. Dans la pratique, si les bureaux de contrôle ne sont pas forcément au fait de tout ça, ça peut coincer. Il n'y a plus de surassurabilité, il n'y a plus de tout ça dû au fait que les règles sont clairement définies. Non, normalement, alors s'il y a un assureur, après ça dépend des compagnies, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compagnies membres de la Fédération française des sociétés d'assureurs, mais théoriquement, ils n'ont pas à mettre de surprime puisqu'on respecte un document normatif validé dans le système français. Alors, après l'aspect norme, donc on va parler un peu des coûts. Alors, vous pouvez aller jusqu'à la fin de cette première diapo. Donc là, alors c'est des projets que je connais, donc j'ai choisi parce qu'on les connaît, c'est des projets qu'on a traités. On vous a fait une sélection de 3 projets, 2 en biosourcé et un qui est un peu la même typologie, qui est le premier que vous avez là sous les yeux, qui lui pas du tout en biosourcé. C'est tout ce qu'il y a, tout le contraire du biosourcé. Donc on a une charpente minérale en béton de ciment, et puis on a des plateaux de bardage et des doublages laine de verre. Donc voilà, là-dessus on n'a pas eu le choix sur cette commande-là. Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir et de comparer par rapport aux autres projets qu'on peut faire à l'agence. Et donc là, vous voyez le ratio au mètre carré sur ce bâtiment de bureau, qui a une partie entrepôt, qui a un ratio correct, moyen. On arrive sur ce chiffre-là, en ayant une structure béton armé, des panneaux préfabriqués, mais pour le coup en béton armé aussi. Ça, c'était pas de notre fait. Et un isolant laine minérale. Voilà, donc l'anti-exemple, on pourrait presque dire. Et si on passe à la diapo suivante, alors là, on est sur un bâtiment qui est un peu la même typologie. Il y a une partie entrepôt, une partie bureau. C'est une commande publique. Donc là, en commande publique, la demande n'était pas du tout d'avoir du biosourcé. Donc commande publique, on a une enveloppe, il faut rentrer dedans. Donc nous, on regarde si ça avait l'air de passer. Puis on est même finalement, on est en dessous du prix qui a été donné par la maîtrise d'ouvrage. Et on voit que finalement le ratio, honnêtement, alors là il n'y a pas le pourcentage de mis, mais on n'est pas loin, voire quasi équivalent avec ce qu'on a vu avant, alors qu'on a des structures en charpente bois en lamellé-collé sur les 2 bâtiments, l'entrepôt et les bâtiments de bureau. On a des façades préfabriquées en béton de chanvre et on a toute la partie entrepôt. En général, les plateaux de bardage, pour ceux qui ont déjà vu, on a un premier platelage métallique et derrière, on vient mettre une laine, le plus généralement une laine de verre ou une laine de roche, donc une laine minérale.
Donc là, on a pu mettre une laine de chanvre et on a pu faire valider ça avec le bureau de contrôle, grâce aussi notamment à l'industriel qui produit ces laines végétales, qui a accompagné le projet sur cet aspect-là. Donc quand on se donne les moyens, on peut aller jusqu'au bout, puisque là, sur ce projet, on a été jusqu'au bout, et au niveau du prix, on s'y retrouve, plutôt bien. Mais on peut faire biosourcé et pas forcément plus cher. Bah, du coup, ça montre ça, tout à fait. Et même, j'ai envie de... Je ne sais pas si on aurait été plus cher ou moins cher avec une solution conventionnelle, mais en tout cas, là, on est là en marché public. Il y a une enveloppe qui était donnée. Alors, il y a des assistants maîtrise d'ouvrage qui avaient fait monter tout le dossier en amont, et on est en deçà de l'enveloppe initiale. Donc même, ils ont économisé de l'argent, sans compter tout l'argent qui sera sans doute économisé sur l'aspect économie de chauffage, moins de maintenance, durabilité, etc., etc. Ce fameux coût global dont on parlait juste avant. C'est ça. Et le dernier exemple, qui est toujours sur... c'est pour ça qu'on a pris ces 3 exemples-là, hein, c'est du bureau, donc c'est assez facile de comparer. C'est le bâtiment dont vous avez vu le panneau nu là, au tout début. Idem, on est sur un ratio très proche du bâtiment, on va dire, complètement conventionnel. Avec ici, encore une fois, charpente de bois à la mêlée collée, béton de chanvre. Et alors celui-là, ça va même un peu plus loin. Et, donc, tous les cloisonnements sont également en laine végétale, donc en trio, là, mélange coton, lin chanvre. Les revêtements, les peintures finies. Parce que souvent on oublie de l'eau peinture, c'est des peintures à base d'algues. Voilà, il y a eu tout un tas de choses. L'isolant aussi, soudalage, on pourra en parler, c'est du liège. Alors liège, c'est un biosourcé. On n'a plus en France, mais hormis l'impact carbone du transport, ça reste un matériau très très intéressant. Mais malheureusement, dans le cadre, et je fais une petite parenthèse sur la future réglementation, on aurait mis un polyuréthane, le projet aurait été bien mieux valorisé en termes d'impact carbone et les autres impacts qui sont dans les fiches déclaratives environnementales et sanitaires, les FDES. C'est une parenthèse, mais le projet, oui, sort à un coût de construction tout à fait raisonnable. Et même, alors c'est pas affiché là, mais le lot, pour vous donner un ordre de grandeur, le lot sur ces 2 projets là qu'on vient de voir, le lot enveloppe, donc isolation, béton de chanvre et sa charpente, c'est en fait le plus petit lot en termes financiers du coût global du projet. C'est moins de 10% en fait du coût du projet. Donc même si vous me demandez là de découper un bout, 1 mètre carré de ce mur, et de vous dire combien coûte 1 mètre carré de béton de chanvre avec son ossature bois, son enduit, etc., c'est plus cher qu'une laine minérale. Mais ramené sur l'ensemble du projet, en fait, c'est une augmentation d'un des plus petits lots. Donc en fait, sur ce bâtiment, je crois que c'est 3% à peine le surcoût de si on l'avait fait avec le même principe qu'en conventionnel. Donc pour conclure, sur l'aspect coût, en tout cas sur des typologies de bâtiments qui sortent de la maison individuelle et qui sont plutôt sur des projets de plus grande taille, et puis plus sera important, plus cette marge se réduira. Le minéral, on est quand même sur des ressources fossiles, hein, voilà, réfaction du sable et des agrégats minéraux. On a un impact carbone qui est très souvent, qui est quasi systématiquement négatif. L'énergie grise, même si on en parle un peu moins, elle est quand même à prendre en compte. Et avec la réglementation thermique, théoriquement, la RT 2020, ça devrait être plus dur de valoriser des bâtiments comme le premier exemple que je vous ai montré. Ça, c'est la théorie. Mais du coup, suite sur ce constat, autant passer au végétal, puisque finalement, en termes économiques, c'est pas plus cher. En termes de facilité, en conception et en mise en œuvre, ça se passe très bien. On arrive à le faire passer sur des marchés publics sans trop se batailler. Je l'avais dit ce matin, mais le deuxième projet là, qui est en sud Vendée, les bureaux plus l'entrepôt, il a été conçu, donc conception, étude de conception, maîtrise d'œuvre et réalisation, donc le temps de travaux en 13 mois. Donc je ne sais pas si vous étiez pas forcément tous là ce matin, mais c'est très court, hein. C'est hyper court comme délai. Donc on peut aussi faire du très vite avec du chanvre, et même si c'est pas forcément recommandé. Et enfin, valorisation et savoir-faire pour les entreprises, c'est vrai que là, même si on parle de préfabrication, ça reste quand même un matériau qui se met en place à la main avec une équipe, avec des bonhommes qui sont derrière. Et ça, c'est intéressant. Donc on parlait tout à l'heure, a été évoqué la création d'emplois sur cet aspect-là, et je pense que la préfabrication va en apporter. On va sans doute avoir beaucoup d'emplois qui vont naître sur ce sujet. L'impact sociétal de ces filières avec ces emplois durables et locaux,
On le dit jamais assez, mais c'est important. C'est important. C'est aussi une partie du système qu'il faut qu'on ait en tête. Au-delà de la production locale, transformation locale, valorisation locale, c'est des emplois et des retombées sur les territoires sur lesquels on fait ces projets. On avait notamment une question ce matin et des informations avec le projet Pacte. Alors je sais, c'est des choses qui vont être abordées dans la suite et je sais que certains attendent de savoir ce qu'on a derrière l'acronyme et derrière le simple projet Pacte. Oui. Alors, un des premiers points, ça va être ce que vous voyez là. On a parlé plusieurs fois du document normatif qui encadre la construction chanvre. C'est les règles professionnelles qui sont en cours de mise à jour. La dernière version publiée date de 2012. Donc là, il fallait mettre un coup de balai et revoir un peu tout pour adapter le document. Donc là, c'est comme pour les DTU. Il y a une commission qui se met en place avec des experts. Alors vous voyez toutes les entités qui sont représentées lors des commissions. On peut passer à la suivante, mais il y a tous les organismes qui tournent autour du secteur du bâtiment. Et les principales évolutions, alors moi je vois rien sur l'écran, et je vais passer vite, je vais juste m'attarder sur les plus importantes. L'idée de ces nouvelles règles pro, il y a plein de petites choses à modifier, mais il y en a deux principales. C'est la catégorie, la classe d'emploi, la catégorie de destination des bâtiments sur les établissements recevant du public, donc les fameuses ERP. Aujourd'hui, il y a un gros verrou dans les règles pro, c'est que c'est marqué qu'on ne peut pas aller au-delà de la 5e catégorie, ce qui est une absurdité. C'est faux. En fait, on peut faire aujourd'hui, il y a déjà des bâtiments qui se sont faits, des ERP en 4e, 3e catégorie. Demain, on peut le faire très facilement si on respecte un plancher haut inférieur à 8 mètres, si on respecte sur l'aspect incendie un système de sprinklage ou ce genre de choses. Donc on peut déjà faire des ERP jusqu'en première catégorie, mais dans les règles pro, c'est écrit qu'on ne peut pas. Et donc c'est là où, quand on rencontre un bureau de contrôle un peu fermé et qui ne veut pas aller au-delà, il respecte le cadre, ce qui est écrit noir sur blanc. Et donc ça bloque les choses. Donc ça, ce verrou, on va le faire sauter et on va essayer, l'association Construire en Chanvre va essayer de travailler pour le faire sauter. Et un des moyens de le lever, c'est la réglementation incendie. Donc c'est d'avoir des essais de résistance au feu. Donc on verra le slide après. Bon, il y a des mises à jour sur ce qu'on appelle les guides de carnet de détail, de mise en situation. Pareil, donc ils vont être mis à jour parce qu'aujourd'hui, il y a des immeubles qui se font, il y a des ossatures mixtes, vous l'avez vu sur les photos avant, il y a la préfabrication. Donc il fallait revoir tout ça. Donc ça, c'est les nouveautés liées au document. Et tout ça, c'est un des points d'accompagnement. Un des axes qui est accompagné par ce qu'on appelle le programme Pacte. Alors, j'ai plus la définition de l'acronyme en tête. Ce P, c'est programme d'action au changement, transition énergétique. Je ne sais pas si quelqu'un... c'est pas mal, on va dire que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça sonne bien. Ouais, ça a l'air bien, ouais. Mais donc en fait, il y a l'association Construire en Chanvre a répondu à un appel manifestation là, dans le cadre du programme Pacte et a été, alors on ne dit pas lauréate, mais a été retenue. Et donc il y a un budget de subvention, donc c'est 70% de subvention, 30% de financement propre sur un total de 300 000 € environ. Donc sur une association, ça recommence à refaire un beau montant et ça nous permet à l'association de pouvoir suivre toutes les actions qui vous sont présentées, donc notamment la reconduite des règles professionnelles, mais surtout les essais au feu qui vont avoir lieu parce que c'est un tiers du budget, c'est 100 000 € à peu près pour faire la campagne d'essais au feu qu'on va faire sur ce programme-là. Donc l'objectif, ouvrir aux ERP. Alors là, j'ai indiqué 5e, 4e, 3e catégorie, mais on peut pouvoir sans doute aller au-delà, enfin en tout cas je l'espère. Et j'en ai pas parlé, c'est les hauteurs d'immeubles. Donc là, il y a alors c'est là où on est très en lien avec le connexe principal qui est le bois, puisque le béton de chanvre n'est pas porteur, c'est un matériau de remplissage. Mais il faut quand même qu'on lui demande de satisfaire à certains objectifs sur la réglementation si on veut monter en hauteur. Et enfin, alors là, c'est pour ceux qui connaissent, c'est aussi qu'on puisse pouvoir faire des bâtiments qui sont donc ICPE, c'est classé pour la protection de l'environnement. Donc là, on va avoir des exigences au feu assez fortes à tenir. Et on peut passer, oui. Et donc la campagne d'essai qui va être faite, donc il y en a deux. Il y en a une première sur la gauche,
c'est d'avoir un essai, ce qu'on appelle de résistance au feu. Donc très basiquement, même si c'est plus compliqué que ça en vrai, on met le feu d'un côté d'un échantillon qui fait de mémoire 4 par 4, si je ne dis pas de bêtises, mètres, et on regarde avec tout un tas de capteurs comment se propage le feu à l'intérieur du matériau, en surface et des deux côtés. Et de là, on en déduit le E et le I. Donc tout à l'heure, on parlait de coupe-feu. C'est grosso modo ça, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir au moins 120 minutes, donc 2 heures. Peut-être que ça sera beaucoup plus, moi je pense que ce sera plus, on croise les doigts, mais ce serait un minimum très intéressant et qui permettrait de répondre à beaucoup de projets. Et dans un second temps, si on peut juste revenir en arrière et puis j'ai fini. Juste la slide d'avant, c'est la propagation verticale. Donc là, on voit le feu qui le rez-de-chaussée, c'est pour les immeubles. Voilà, ce qu'on appelle un essai le pire. Donc de montrer qu'avec une configuration donnée, le matériau se comporte bien, voire mieux que ce qui est demandé dans l'instruction technique, dans la réglementation. On peut passer. Donc là, vous avez, ils sont présents dans la salle. On peut les citer. Certain Mathieu Boisanté et donc applicateur, entreprise d'application de béton de chanvre, et Philippe Munoz, normalement, qui prépare les corps d'épreuve. On peut passer à la suivante. Donc bien sûr, il y a différents bétons de chanvre, puisqu'il y a différents liants. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Donc il faut tester sur tous les bétons de chanvre qui existent en France pour à la fin trouver entre guillemets le plus discriminant, l'utiliser et faire l'essai dessus. Et ensuite, ça permettra de dire que n'importe quel béton pourra satisfaire au protocole. On peut passer. Et d'un point de vue planning, normalement, tous ces résultats-là, de tout ce dont je vous ai parlé, devraient sortir courant 2019. On l'espère avant la fin de l'été pour l'aspect feu. Tout ça fera l'objet d'une communication ? Tout ça fera l'objet d'une communication. Et là, j'en profite du coup. La communication qui peut être faite, c'est la F2S, on en a parlé, la F2S collective. Donc il y a plusieurs chanvrières qui rentrent dans ce cadre. Il y en a 6. Il y a plusieurs fabricants de liants. Il y en a 5, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a 6, pardon, qui vont rentrer dedans. Et donc cette F2S vient d'être validée, vérifiée et va être mise en ligne sur la base INES réglementaire, donc accessible par tout le monde d'ici quelques jours maintenant. Merci beaucoup Quentin. On est pris par le temps parce que la petite cloche a sonné, mais on a quand même le temps pour quelques questions. Bonjour, Olivier, applicateur en chaud-chambre. Ma question c'est, est-ce que dans l'avenir, il va y avoir une étude de fait pour dimensionner la qualité du chanvre dans les maisons bioclimatiques ? Est-ce que je me suis fait comprendre ? Oui, de mettre en valeur, comment mettre en valeur ces performances sur l'aspect hygrothermie, la régulation de l'humidité. Est-ce que ça va être mesuré par rapport à d'autres produits plus conventionnels actuels ou pas ? Oui, moi je connais pas bien ce qui est mis en œuvre, mais je vais reprendre. Tout à l'heure, il y avait Arthur qui a présenté, qui en a parlé, et d'un test qui va être fait de comparaison entre différentes maisons avec différents systèmes, différentes typologies constructives, et pour montrer l'écart qu'il y a et le quantifier. Et donc le côté favorable là-dessus, du matériau chanvre. Et puis là, je vais te laisser la parole, Philippe. Il y a aussi... Donc, il y a une étude DHUP, financée par la DHUP qui est en cours. C'est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est conduite par le CEREMA et un bureau d'études thermiques qui s'appelle Cardonel. L'objectif, c'est d'aller au titre 5, c'est-à-dire de valoriser effectivement dans le cadre du calcul RT 2012 les bétons de chanvre, ou le THBAT, c'est-à-dire de bonifier simplement le lambda du béton de chanvre. Donc tout ça, l'horizon des livrables de cette étude, c'est juin 2019. Donc c'est vraiment tout récent. Et les premiers retours qu'on a aujourd'hui, là, c'est tout récent aussi, sont plutôt favorables. On sait qu'on va gagner des points très certainement. Voilà. Mais je ne peux pas vous donner exactement les écarts aujourd'hui. Merci. Bonjour, Mathias Dahl, Seneco. J'ai une simple question, c'est par rapport à ce que vous disiez avec le béton de chanvre qui se bonifie avec le temps. Et je voulais savoir quels sont les avantages sur le long terme du coup du béton de chanvre. Donc le spécialiste du vin, c'est Quentin, donc je lui repasse la parole. Non, c'est un peu une boutade, mais parce que ce qui compte, de toute façon, là, on le dimensionne en conception avant même qu'il soit posé, hein, avec l'étude RT réglementaire, l'étude réglementation thermique qui est obligatoire. Donc, on a un lambda qui va être cofraqué, qui va être vérifié, voilà, qui ne doit pas. Enfin, on va essayer qu'il ne soit pas pénalisé.
et on dimensionne le bâtiment comme ça. Après, dans son exploitation, là, il faut plus regarder, moi je dis ça plus à titre de boutade, même si c'est en partie vrai, mais il faut plus regarder des instrumentations chiffrées qui ont été faites notamment dans le cadre des campagnes du CEREMA, un laboratoire d'État, et même avant, quand il s'appelait encore les CETE, là, les CET. Et donc il y a différentes études publiques de campagne d'instrumentation sur. Alors il y a des maisons individuelles, il y a la maison du tourisme à Troyes, où il y a des capteurs dans le mur et on voit en fait l'évolution des courbes d'hygrométrie, de température à l'intérieur du mur, en surface du mur, dans les pièces, dans différentes pièces, et on se rend compte, oui, du comportement assez exceptionnel de la paroi, même si aujourd'hui on ne peut pas le faire valoir en amont quand on dépose un permis de construire dans l'étude RT. Ouais, ce qui est bien dommage. Donc Nathalie Revol de l'association Lin et Chanvre Bio. Dans les isolants contenant du coton, sachant que les mythes aiment le coton alors que ce n'est pas le cas pour le lin et le chanvre, je voudrais savoir comment vous protégez le coton des mythes. Ouais, alors là, je pense que ni Philippe ni moi on va pouvoir répondre parce qu'on est prescripteur et pas fabricant. Du coup, si sur le chanvre, on pourrait répondre. Mais là, je sais pas, c'est plus la personne d'avant, Olivier. Alors aujourd'hui, dans la réglementation, pour aller par exemple vers un avis technique, on nous demande de satisfaire un test. Et donc, pour cela, on introduit effectivement à très très faible dose, 0,2% pour être précis, un biocide. Et donc, à l'issue de ça, on fait les tests réglementaires. Et donc, l'essai, il est tout à fait efficace vis-à-vis des parasites tels que les mythes et les termites. Voilà. Merci. En effet, il n'y a pas de questions sur lesquelles on n'amène pas de réponse. Merci. On va libérer donc Quentin Pichon. Et on va passer à notre dernier intervenant donc, de cette sous-commission. Et on a le plaisir d'accueillir, on peut l'applaudir, Daniel Davillet. Pardon. Directeur général délégué construction de Lost Southern Europe et vice-président de Construire en Chanvre. Alors, pour cette dernière intervention, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur avec vous. Alors déjà, vous allez revenir sur votre activité et ce que vous faites aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on va parler d'international et on va parler de voir ce qu'on fait aussi à l'extérieur de nos frontières, de voir comment ça se passe à l'extérieur. Merci de la présentation. Oui, c'est quelque part un petit peu une petite frustration que j'exprime dans cette présentation, même s'il y a énormément de satisfaction par la suite. Je reviens sur effectivement l'attrait du marché du béton de chanvre en France sur l'international, qui fait office de référence sur l'ensemble. Pourquoi ? Il y a plus de 25 ans de recul sur cette construction, ce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et j'en profite pour remercier certains qui sont dans la salle, qui ont fait partie de cette étape de pionniers dans la construction en béton de chanvre. Il y en a quelques-uns que je vois d'ici, et qui ont œuvré pour le démarrage de cette filière. Juste un mot qui n'a jamais été évoqué aujourd'hui. La construction en chanvre, elle a démarré d'une coopération entre une grande chanvrière historique française, la Chanvrière, et la société que je représente, un peu par hasard. Et en fait, ce qui a fait le démarrage du béton de chanvre, c'est la satisfaction des gens qui vivaient à l'intérieur. Et lorsqu'on a vu l'attrait et les sensations que les gens avaient à habiter dans de telles habitations, il y a eu tout un tas de recherches qui ont débouché sur les résultats qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est quand même le fruit d'une pas loin de 30 ans de travail et d'évolution. Et ça, là-dessus, je suis assez content de voir
qu'on en arrive là. C'est le côté sensoriel, enfin, le côté sensation des Voilà. habitants qui a donné envie derrière d'aller creuser un peu du côté scientifique et technique. Tout à fait. Alors il y a eu énormément il y a eu des thèses pour comprendre pourquoi, comment. Il y a la notion d'hygrothermie qui est née de ces études. Et il y a les notions de parois chaudes en hiver ou de parois plus fraîches en été. Il y a... Et on a fait avec certaines entreprises, enfin certaines écoles, un peu partout en Europe, hein, que ce soit en France ou même à l'étranger, des études pour comprendre ce confort. Et c'est très intéressant parce que la notion de confort n'existe pas. Seule la notion d'inconfort existe. Donc le béton de chanvre, c'est l'absence d'inconfort, justement. Donc l'hygrométrie à l'intérieur des maisons qui est régulée, les températures très tempérées des murs qui font le confort d'été, le confort d'hiver et les faibles consommations. Je reviens encore sur un point qui est à l'étude, mais on a étudié des habitations de plusieurs années et les consommations énergétiques de ces habitations qu'on a rapportées au climat des saisons passées. Et on s'est aperçu effectivement d'une très forte bonification du béton de chanvre après 3 ans. Donc ça n'est que 2 ans à attendre pour avoir des performances vraiment exceptionnelles. Donc vous confirmez ce que disait Quentin juste avant. Exactement, exactement. Alors pourquoi, pourquoi en France ce marché fait référence au niveau international? C'est effectivement le recul que l'on a sur toutes les habitations, l'absence de défauts dans la conception des bâtiments, l'ampleur des bâtiments, parce qu'il y a eu on a vu des photos, mais il y a eu des très beaux bâtiments qui ont été faits, et puis le volume du marché qui est quand même conséquent par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Alors ça devient effectivement un point, je reprends mes notes parce qu'on n'a pas de tête. Faites. Effectivement, il y a les règles professionnelles, il y a le fait qu'il y a eu beaucoup de recherche et développement et dont les gens profitent lorsqu'ils décident de lancer la construction en chanvre chez eux. Ils partent de bases qui sont très établies, ils gagnent un temps phénoménal et ils profitent aussi des innovations qui ont été faites. Et là encore, il y a des gens dans la salle qui ont beaucoup œuvré pour ça, notamment au niveau de la mécanisation, de la préfabrication, etc. Et ils profitent de tous ces éléments-là pour gagner énormément de temps. Alors, non seulement ils gagnent du temps, sur le plan mondial, ce qui attire beaucoup les gens, c'est l'utilisation des ressources locales, la création de main-d'œuvre locale, parce que c'est des points qui, en plus, permettent ce développement. Alors, l'étranger avance très vite. Hein. Moi, je rappelle juste un mot sur la Chine. C'est quand même le premier déposeur de brevets au monde sur ce qui est environnemental. La Chine, un chiffre, quand même, bon, ils partent de très loin, certes, mais 2016, c'est une croissance de 8% et à peu près 6 à 7% de baisse d'émissions de carbone. Donc ils sont vraiment partis dans une direction et on peut faire confiance à la Chine pour la discipline. Ils ont vraiment décidé d'avancer très vite dans ces domaines-là et ils profitent des avancées qu'il y a eu en France. La Belgique, un autre exemple. La Belgique est partie sur un aspect de normalisation de la construction en chambre, avec justement les notions dont Philippe parlait tout à l'heure sur l'hygrothermie et la prise en compte de cette hygrothermie, le titre 5 que l'on propose, qui n'est pas si simple à mettre en œuvre, parce qu'il dépend de beaucoup d'éléments, mais ils sont partis sur cette direction-là. Donc il y a beaucoup de pays qui sont lancés. Les pays qui ont vraiment réussi et qui réussissent très vite, c'est ceux qui ne réinventent pas la roue et qui utilisent ce qui a été fait. Donc ça, c'est un point important. Nous, on a vu pas mal de pays qui ont voulu refaire leurs propres règles, refaire tout en disant nous, on fera bien mieux, et qui sont quand même assez lamentablement plantés. Ils ont perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on voit les pays qui réussissent sont ceux qui disent il y a quelque chose qui marche, on va prendre la même chose.
Et c'est assez impressionnant, c'est assez frustrant parce qu'ils avancent très très vite. Et on les voit avancer beaucoup plus vite sur certains points, et notamment les points réglementaires, que ce que nous, on peut faire chez nous. On se sent un peu bloqué alors qu'eux avancent très vite. Ça veut dire, si je comprends bien, cette position de leader que vous annoncez en début de parole, c'est si les autres vont trop vite ou vont plus vite que nous, est-ce qu'on peut vite perdre cette solution de leader si on ne va pas assez vite Ça pourrait sur certains pays, effectivement, ça pourrait arriver qu'ils puissent aller beaucoup plus vite qu'on ne le sait le faire aujourd'hui. On a quand même beaucoup d'avance, surtout en termes de volume, en termes de notoriété, mais c'est assez impressionnant. Là, on voit une image d'un éco-village. Alors tout à l'heure, on parlait d'un éco-village à Reims. Il y a un éco-village en Australie qui s'est construit il y a 3 ans. J'ai reçu des nouvelles il n'y a pas longtemps sur le comportement de cet éco-village. On était un peu inquiet justement sur les effets hygrothermiques parce qu'en Australie, l'air est très très sec. Et on se demandait si ça allait fonctionner ou pas. Et ça fonctionne très très bien puisqu'il disait les périodes de 40 degrés en température extérieure, ils arrivent à plafonner à 24 degrés en intérieur sans climatisation. Donc ils sont extrêmement satisfaits de ça. Le choix sur le béton de chambre ne s'était pas porté uniquement sur l'aspect confort d'été, mais aussi sur l'aspect résistance au feu, puisqu'ils ont des feux de bouche, ils ont des constructions bois, et qui font que ça, il leur reste les poignées de porte. Donc, ils sont extrêmement satisfaits sur ce... Là, on voit des photos de cet éco-village. Ils sont très, très satisfaits du comportement, et ils développent très, très vite ce type de concept. Voilà. Donc, les pays qui effectivement développent bien, c'est les pays chauds, Australie, Israël, etc., mais aussi les pays froids. Alors ici, il y a des représentants des pays nordiques, notamment de la Suède, qui souhaitent se lancer dans ce type de construction et qui avancent très très vite, qui profitent complètement de toutes les étapes pionnières qu'on a pu vivre et qui ont été très très longues pour nous. Et ils ont, à mon sens, beaucoup moins sur certains pays, beaucoup moins de limitations réglementaires sur ces constructions-là, ce qui leur permet de casser tout un tas de barrières et d'avancer très très vite. Voilà. Ouais, peut-être que le frein en changement est peut-être différent que dans la société. Enfin... En France, on peut parler d'un point très limitant, c'est le lambda. Et le titre 5 auquel on court après. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas sur une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Et ça change complètement les choses en termes de vue sur la construction. Et ça leur permet, à partir du moment où ils ont pu prouver qu'effectivement ils arrivaient à ces résultats-là, ça leur permet de dérouler le système beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, je vous dis, la Chine, il travaille d'arrache-pied, mais il y a tout un tas d'autres pays. En Europe, il y a eu la Grande-Bretagne, il y a la Pologne, il y a les pays du Nord qui s'y mettent, mais il y a énormément de pays qui sont très très attirés par ce type de construction, parce qu'aujourd'hui en France, c'est vraiment établi. Grâce à tout le travail de pionnier qu'il y a eu de la part d'un certain nombre d'intervenants dans la salle. Voilà. Oui, et heureusement, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui sans eux. C'est vrai que c'est un coup de chapeau parce que quand ils sont lancés, personne n'y croyait réellement. Ils sont lancés parce qu'eux y croyaient et peut-être pas les autres. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est aussi grâce à ça. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi dans votre intervention, ce qui est intéressant sur le béton de champ, c'est que on peut voir que quel que soit le climat, quelles que soient les conditions pédoclimatiques, il a un intérêt et il montre de la performance. C'est pas toujours la même. Ça peut être un jour le confort d'été, le confort d'hiver, ou l'hygronomie. Mais c'est vrai qu'on voit à chaque fois, on montre une performance associée, quel que soit le... Alors on est assez satisfait parce qu'on essaye effectivement sur différents climats. Il y a eu un immeuble qui a été fait à Tokyo, où là on est totalement à l'inverse de l'Australie, où on est sur des climats avec 100% d'humidité toute l'année, très chaud.
Et de la même façon, on était inquiet de savoir comment ça allait se comporter, parce que 100% d'humidité tout le temps, l'hygrothermie, comment elle se comporte. Et on a de très très bons résultats aussi sur Tokyo. Donc ça nous conforte de plus en plus à se dire, on a une perle dans les mains en France et on ne l'exploite que très peu, alors que les autres se déroulent le système très rapidement. Assez en tout cas, et Voilà. c'est vrai que, y compris sur le sismique aussi. On a Alors, des le informations. sismique, à partir du moment où, alors là, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de Quentin ou des architectes, mais à partir du moment où la structure elle-même est antisismique, le béton de chambre n'est qu'un remplissage. Et je pense que sur le sismique, il vaut mieux prendre un parpaing de béton de chambre ou du béton de chambre que du béton sur la figure. Ouais. Oui, bien sûr. Donc là-dessus, à Tokyo, le sismique n'a posé absolument aucun problème. Bien sûr. Bon, en tout cas, c'est très pertinent et merci pour cette ouverture, cette perspective vers nos pays voisins et bien au-delà. Et bien alors, je vais vous proposer donc d'applaudir notre dernier intervenant de cette sous-commission. Merci à tous les intervenants. Je pense qu'on vous a démontré cet après-midi que les choses avancent, qu'on continue à travailler, que la réglementation est là, que les certifications sont là, les labels sont là, et qu'on a tous un rôle à jouer pour continuer à développer cette filière. Donc ça, je pense que tout le monde en est conscient.